Alors, on va passer au dossier numéro 4 de cette conférence de maladies infectieuses de D4. On a cette fois-ci un énoncé assez court qui synthétise bien un des items, c'est-à-dire qu'on a une patiente de sexe féminin, d'âge jeune, qui consulte les urgences pour de la fièvre. Elle vient de rentrer de Thaïlande. On est en plein dans l'item fièvre au retour d'un voyage en pays tropical. Quel est votre examen clinique? Vaste question, donc nécessité d'un plan structuré. D'abord, on l'interroge. On lui demande de décrire le voyage. Il faut connaître les conditions de séjour et le lieu de séjour. Il faut savoir si elle était à l'hôtel ou si elle a vécu dans une cabane près de la boue. Il faut savoir dans quelles conditions elle était. Il faut savoir si elle a contracté des infections là-bas. Donc, est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'elle a été traitée? Il faut savoir si elle a été exposée à un risque particulier, notamment en voyage en pays tropical. Il faut savoir si elle s'est baignée en eau douce et si elle a eu des rapports sexuels non protégés. C'est très important, en Thaïlande particulièrement, mais tout voyage, rapport sexuel non protégé. Après, on peut se renseigner de d'autres risques. Est-ce qu'elle a eu des contacts avec les animaux? Tout ça. Il faut connaître le contexte épidémiologique local. Est-ce qu'elle était à Haïti en pleine épidémie de choléra ou est-ce que tout allait bien là-bas? Il faut connaître s'il y a la notion d'un contagion infectieux. Est-ce qu'il y a eu des proches à elle qui étaient malades? Est-ce qu'elle faisait partie d'un groupe où tous les autres sujets sont hospitalisés en réanimation? Il faut vraiment se renseigner sur le patient qu'on a en face de nous. Ensuite, il faut savoir dans quelles conditions elle est partie là-bas. Donc, est-ce qu'elle a appliqué des mesures de prévention, notamment? Est-ce qu'elle a pensé à faire mettre à jour ses vaccinations avant de partir en voyage? Et quand on part en voyage en pays tropical, il faut faire mettre à jour ses vaccinations. Il faut surtout faire mettre à jour ces vaccinations dites vaccinations communautaires, les vaccinations que tout le monde doit avoir à jour en France. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est partie avec des técoques polio, surtout des T-polio à jour? Est-ce qu'elle revient avec une diphtérie? Ce serait gravissime. Ensuite, il faut savoir si elle est partie avec des vaccinations spécifiques du pays où elle est allée à jour. Donc, est-ce qu'elle est partie, concernant la Thaïlande, avec une vaccination contre la fièvre typhoïde? Je vous rappelle au passage que la fièvre typhoïde, la vaccination ne protège absolument pas contre 100% des formes de fièvre typhoïde. Elle limite l'apparition des fièvres typhoïdes graves, mais on peut quand même faire une fièvre typhoïde et on peut même quand même faire une fièvre typhoïde grave. Après, il faut savoir si elle a pris une chimioprophylaxie antipalustre. Est-ce qu'elle a été observante de cette chimioprophylaxie antipalustre et quel type de chimioprophylaxie antipalustre elle a pris? Est-ce que c'était une chimioprophylaxie adaptée au niveau de risque de la zone où elle est partie? Après, il faut se renseigner si elle a appliqué les mesures de lutte antivectorielle, dont on reparle dans une question ultérieure. Dans l'interrogatoire, une fois qu'on a précisé les conditions de séjour et les méthodes de prophylaxie appliquées vis-à-vis d'un voyage en pays tropical, il faut ensuite s'intéresser aux signes fonctionnels, symptômes cliniques. Donc, il faut savoir, concernant la fièvre, comme pour toute fièvre, quand est-ce qu'elle est apparue, comment elle a évolué, quelles sont ses caractéristiques, est-ce qu'elle est intense, est-ce qu'il s'agit d'une fièvre en plateau, est-ce qu'il s'agit d'une fièvre oscillante. Tout ceci vont être des éléments d'orientation. Ensuite, il faut se renseigner sur les signes fonctionnels éventuellement associés. Est-ce qu'il y a des signes fonctionnels neurologiques, des céphalées, des vertiges? Est-ce qu'il y a des signes fonctionnels abdominaux, une diarrhée, des douleurs abdominales? Ça, c'est les deux principaux signes fonctionnels qui nous intéressent en retour de voyage tropical, avec éventuellement l'éruption cutanée, et puis d'autres signes fonctionnels, les frissons, la toux, et des signes fonctionnels urinaires, plutôt vis-à-vis d'une infection communautaire qu'elle aurait contractée en métropole, qui est loin d'être exclue pour l'instant, donc polyacurie, brûlure mictionnelle. L'interrogatoire terminé, vous pouvez passer à l'examen clinique. À l'examen clinique,
vous confirmez la présence de la fièvre et, comme toujours en maladie infectieuse, un examen clinique commence par la recherche de signes de gravité. Soyez structuré, ayez ce plan, je commence par rechercher des signes de gravité, ça peut vous éviter de gros problèmes. Donc je commence par chercher des signes de gravité neurologiques, notamment des troubles de conscience, c'est important, c'est l'item le plus important concernant le palu en termes de signes de gravité, donc je commence par ça, en plus c'est l'item le plus important concernant énormément de maladies infectieuses. Ensuite, hémodynamique, je recherche des signes de gravité hémodynamique, une tachycardie supérieure à 120 par minute, une hypotension artérielle inférieure à 90-60 mm de mercure, la présence de marbrure cutanée ou d'une oligurie, puis des signes de gravité respiratoire avec une hypoxie ou une polypnée, hypoxie inférieure à 94%, polypnée supérieure à 30 par minute. Une fois que je me suis renseigné sur le caractère grave ou non grave de ma pathologie infectieuse, j'essaye de caractériser sa porte d'entrée. Quelle est la pathologie infectieuse que j'ai en face de moi? Est-ce qu'il y a la présence d'un syndrome méningé? Est-ce que j'ai des signes d'appel ORL? Est-ce que je suis face à une pneumopathie ou une endocardite? Puis la palpation abdominale, avec la recherche d'une défense à l'ébranlement lombaire et l'examen cutané pour la recherche d'une éruption cutanée. Question 2. La température associée à des céphalées diffuses et parfois quelques vertiges évolue depuis 3 jours. Donc on a fièvre, céphalée diffuse, vertige, d'évolution récente, 3 jours. Vous notez une splénomégalie à 2 travers de doigts et un ictère conjonctival. Vous n'avez pas remarqué de signe de gravité clinique. Bon, ça déjà, c'est un premier élément. Il n'y a pas de signe de gravité clinique. Quels sont les 2 diagnostics à évoquer en priorité? Donc, quels sont les 2 diagnostics à évoquer en priorité devant une fièvre aiguë en retour de pays tropical avec des céphalées diffuses, des vertiges, un ictère et une splénomégalie? Il n'y a pas de mystère et c'est quasiment toujours les mêmes aux 2 CN. C'est un accès palustre et une fièvre typhoïde. Les arguments pour l'accès palustre comme pour la fièvre typhoïde, c'est le retour de zone d'endémie. Pour l'accès palustre, on peut préciser que ça fait moins de 2 mois qu'elle est rentrée, donc on est encore dans le timing pour faire un accès palustre à Plasmodium falciparum. On a également les céphalées, la splénomégalie et l'ictère qui sont compatibles avec l'accès palustre. Pour la fièvre typhoïde, on n'est pas certain qu'elle soit vaccinée. Encore une fois, c'est le raisonnement des ECN, c'est-à-dire signe négatif jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas été vaccinée. D'ailleurs, on aurait pu dire que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas pris de chimioprophylaxie antipalustre. Les céphalées et les vertiges qui sont des symptômes de la phase d'invasion, et la splénomégalie qui est un symptôme de la phase d'état. Question 3. Par conséquent, quels sont les 2 examens à demander en urgence? Qu'en attendez-vous? On évoque 2 diagnostics, on demande 2 examens à viser diagnostic positif, le frottis sanguin pour Plasmodium falciparum et les hémocultures pour la fièvre typhoïde. Donc, ce qui est important à savoir pour le frottis sanguin, c'est qu'il a une valeur de diagnostic positif. Il nous dit qu'il y a présence d'hématozoaires. Il a une valeur de diagnostic d'espèce. Il nous dit qu'il y a Plasmodium falciparum et il a une valeur de diagnostic de gravité ou d'intérêt pronostic. Il quantifie la parasitémie. Ayez bien ça en tête, le frottis sanguin, le diagnostic positif, le diagnostic d'espèce et le diagnostic pronostic, la quantification de la parasitémie. Ensuite, on demande les hémocultures, aéro-anaérobies, qu'on répète au pic fébrile, à la recherche de Salmonella typhi ou paratyphi. C'est bien de mentionner le nom de la bête. Et ça permettra de déterminer l'antibiogramme. Il y a des résistances chez ces bestioles si les hémocultures sont positives. Question 4. Complétez votre bilan paraclinique. Que recherchez-vous? Donc, on a fait ce qu'il fallait en termes de diagnostic positif. Maintenant, on est face à soit un accès palustre, soit une fièvre typhoïde sans signe de gravité
clinique, il faut évaluer le retentissement de l'un ou de l'autre sur l'organisme avec des éléments paracliniques. Donc, on évalue la présence du syndrome inflammatoire avec une CRP, on recherche des cytopénies qui seront fréquentes en cas d'accès palustre et qui pourront être un signe de gravité, notamment l'anémie et la thrombopénie avec un hémogramme, et pour la typhoïde, une éventuelle leucopénie qui n'est pas constante. On recherche, et c'est important, la présence d'un CIVD, qui est un des arguments d'accès palustre grave, à l'aide d'une hémostase. On fait réaliser un ionogramme sanguin, une urée, une créate, un bilan hépatique avec azatalate, gamma-GT, bilirubine libre et conjuguée. Ça va nous permettre de rechercher une insuffisance rénale fonctionnelle, de rechercher une cytolyse ou d'explorer l'ictère. Il faut rechercher une acidose métabolique qui fait partie des signes de gravité d'accès palustre. Donc on recherche par les gaz du sang artériel et par le prélèvement de lactate, une acidose métabolique. Enfin, à visée de signes de gravité et en préthérapeutique, il peut être utile de faire une glycémie veineuse à la recherche d'une hypoglycémie. Ce sera un argument, encore une fois, pour l'accès de palustre. On pense à éliminer un diagnostic différentiel, une autre cause de fièvre, que pour l'instant on n'a pas encore éliminé, mais qui devient assez improbable devant la présence de la splénomégalie, de l'ictère et de la pléiade d'autres symptômes associés. Donc néanmoins, on peut, pour pas beaucoup, éliminer une pyélonéphrite avec une BU, un ECBU. C'est une femme jeune, on l'a marqué sur notre brouillon, on lui fait un bêta-HCG, ça aura un intérêt dans le bilan préthérapeutique. Question 5. Vous recevez les premiers résultats de votre bilan. Là, on note une anémie importante, 6,2 g d'hémoglobine, c'est assez inquiétant. C'est un des signes de gravité du paludisme qui est cité dans la conférence de consensus. Pas d'hyperleucocytose, pas de leucopénie, une thrombopénie importante, mais pas encore dramatique, la natrémie est normale, la kaliémie est normale, la créate est limite, et on a une bilirubine libre qui est bien explosée avec un TP conservé. Enfin, le parasitologue de garde, parce qu'il y en a encore, vous appelle pour vous confirmer la présence d'hématozoaires. Quel est votre diagnostic justifié? On a les hématozoaires, on sait donc qu'on est face à un accès palustre. On peut dire qu'il est grave parce qu'on a deux arguments paracliniques qui sont présents dans la conférence de consensus, qui sont l'anémie strictement inférieure à 7 g par décilitre et la bilirubinémie supérieure à 50 micromoles par litre. Les arguments diagnostiques positifs, c'est le contexte clinique, on en a déjà parlé, et la présence d'hématozoaires qui nous confirme l'accès palustre. Les autres arguments paracliniques, c'est la thrombopénie qui est en faveur et la présence d'une insuffisance rénale aiguë avec 180 micromoles de créate. Question 6. Détaillez votre prise en charge thérapeutique sans la surveillance. Cette prise en charge thérapeutique, elle est bien codifiée par la conférence de consensus. On est donc face à la prise en charge thérapeutique d'un accès palustre grave. C'est une urgence. On met en route les mesures d'urgence habituelles. C'est une utilisation en soins intensifs ou en réanimation, un monitorage cardio-respiratoire, une oxygénothérapie pour une saturation en oxygène supérieure à 96%, la pose de 2 voies veineuses périphériques et la mise en route d'une réhydratation pour corriger son insuffisance rénale probablement fonctionnelle. Ensuite, c'est le traitement curatif, et là c'est des mesures spécifiques, et ce sera tout le temps ça, c'est de la quinine en IVL. La conférence de consensus précise bien toutes les modalités de mise en route d'un traitement par quinine dans le cadre d'un accès palustre grave. Il faut d'abord faire un bilan paraclinique préthérapeutique avec un ECG et une glycémie capillaire. L'ECG recherche un allongement du QT qui pourrait gêner l'administration de quinine, et la glycémie capillaire, une hypoglycémie préalable. La quinine est fortement pourvoyeuse d'hypoglycémie, donc on met dans la perf du G5% ou
ou du G10%. Le mot-clé qui sera coté aux ECN, ce sera sérum glucosé. Après, là, on rentre un peu dans le blabla. Ça commence par une dose de charge pendant 4 heures. Et ensuite, il y a un traitement d'entretien de la quinine. Les posologies doivent être adaptées à la fonction rénale chez cette patiente qui est insuffisante rénale. Et dès qu'elle sera apyrétique, on pourra passer à un relais Péros. Par contre, ça c'est à savoir, la durée totale du traitement doit être de 7 jours. Par ailleurs, cette patiente revient d'Asie du Sud-Est. Elle est donc en retour d'une zone à fort risque de résistance à la quinine. C'est des points assez durs à récupérer, c'est des connaissances assez pointues à avoir, mais c'est une des rares indications à l'adjonction de doxycycline à nos quinines. La patiente a un palu grave, elle a possiblement une forme de palu résistant à la quinine, il faut la couvrir par des doxycyclines, on ne peut pas prendre le risque de la laisser avoir un palu grave et de n'être pas efficace avec les quinines. A noter que là, il est important qu'on ait fait des bêta-HCG avant de lui administrer sa doxycycline. Le traitement symptomatique, elle a de la fièvre, elle a mal partout, elle a le droit à du paracétamol. Il faut discuter la transfusion de 2 kg glandulaires devant cette anémie. A priori, on n'a pas encore de signe de mauvaise tolérance, mais si elle se met à présenter une dyspnée ou autre signe cardio-respiratoire, il ne faudra pas hésiter. Enfin, on fait une prévention des complications de décubitus avec un lever précoce, des bas de contention et une héparinothérapie à dose préventive. Question 7. Quelle va être votre surveillance clinique et paraclinique? Une réponse qui est codifiée par la conférence de consensus. D'abord, des mesures générales, la surveillance de l'efficacité du traitement avec les constantes, vigilance, température, avec l'évolution de la splénomégalie, et ça sort tout droit d'une grille officielle des annales, c'est-à-dire que il était coté dans la surveillance de l'efficacité du traitement d'une patiente ayant un palu avec une bonne splénomégalie, la surveillance de l'évolution, ou plutôt de la régression de la splénomégalie. Bon, notez ça dans un coin de votre tête. Moi, personnellement, avant d'avoir fait cette annale, j'aurais jamais pensé à mettre ça, et encore moins à le coter. L'évolution de l'octère, elle avait de la douleur, on en suit l'évolution. Il faut objectiver la régression de l'anémie et de la thrombopénie. Donc on surveille l'hémogramme de manière régulière. On l'a dit tout à l'heure, on n'hésitera pas à transfuser les culoglobulaires. Pour l'instant, pour les plaquettes, on est encore bien. On est largement supérieur à 20 000. Et après, et c'est ça qui est important, il faut contrôler la parasitémie à J3, J7 et J28. Et la conférence de consensus en parle. Il faut bien avoir ces 3 dates en tête. J3, on doit avoir une diminution de 25% de la parasitémie, sinon c'est qu'on n'est pas efficace. Et J7 et J28, on s'attend à ce qu'elles soient négatives. Bon, c'est un peu du détail, mais c'est dans la conférence de consensus. Ça peut, en cas de questions axées sur la surveillance, faire l'objet de points. Après, on surveille l'efficacité du traitement, maintenant la tolérance du traitement. Donc, la quinine a un certain nombre d'effets indésirables, notamment il y a des risques d'hypotension artérielle. On fait un monitorage de la pression artérielle, on continue à vérifier les constantes, pouls, diurèse, fréquence respiratoire. La quinine a une tolérance digestive meilleure que ces autres traitements antipalidéens. On surveille néanmoins la tolérance digestive. Et puis, les 2 grands effets indésirables de la quinine, c'est les hypoglycémies. Donc on fait une surveillance des glycémies capillaires en plus d'avoir mis du sérum glucosé avec notre quinine toutes les heures pendant qu'on est en dose de charge de la quinine, puis tous les jours ou 2 fois par jour. Et on fait un ECG parce qu'on a des risques importants de troubles au rythme et de troubles de conduction liés à l'effet allongement du QT de la quinine. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on appelle quinidine-like. Enfin, la quinine, c'est un médicament à marge thérapeutique étroite, donc il est important de contrôler la kinémie à 72 heures pour savoir si on est dans l'intervalle thérapeutique et si on n'est pas en surdosage. Question 8. Après une amélioration initiale, mademoiselle D se plaint au 2e jour d'une reprise des céphalées et des vertiges. De plus, ça siffle dans l'oreille, vous dit-elle. Que suspectez-vous? Quelle est votre attitude?
Donc notre traitement a visiblement été efficace puisqu'il y a eu une amélioration initiale, ce qui n'aurait pas été le cas en cas de résistance ou quoi, ou d'erreur thérapeutique. Et a priori, on est en train de la guérir de son palu. Néanmoins, elle présente au 2e jour des céphalées et des vertiges. Là, c'est pas compliqué, on sait ou on sait pas. Il s'agit d'un synchonisme. La clinique est très évocatrice, c'est un effet secondaire bénin lié à la quinine et il ne reflète absolument pas un surdosage. C'est un grand classique, j'ai découvert ça récemment l'an dernier pour ma part. Voilà, notez ça dans un coin de votre tête. Palu, administration de quinine, effet indésirable synchonisme avec des céphalées, des vertiges. C'est complètement bénin et ça n'a absolument rien à voir avec un surdosage. L'attitude, c'est quand même, soyons prudents, d'éliminer par un examen neurologique complet un diagnostic différentiel. Mais on continue et on maintient le traitement antipaludéen. Et puis, elle a mal à la tête, on lui administre des antalgiques qui par ailleurs étaient déjà en route. Question 9. Quelles mesures auraient permis d'éviter à votre patiente de contracter la pathologie diagnostiquée à la question 5? Les mesures de protection contre le paludisme. Il y a les mesures de prévention primaires, l'information et l'éducation du patient avant son voyage. On doit se renseigner sur le niveau du pays dans lequel elle part pour mettre en route une chimioprophylaxie antipaludéenne adaptée. Je vous rappelle que les pays sont gradés en niveau de risque de résistance à la quinine. Il y a les niveaux 1, 2 et 3. Je pense que c'est assez difficile de connaître l'ensemble des pays. Et puis, ça demande un certain nombre de connaissances géographiques. Mais on verra à la fin dans une petite fiche de synthèse comment simplifier les choses. Ensuite, il faut lui donner des conseils simples, les risques et les mesures préventives, et on lui explique qu'il faut consulter si elle a la fièvre et en urgence quand elle revient. Les mesures physiques de protection antivectorielle, ça fait partie des choses les plus importantes en protection contre le paludisme. Donc on le dit, protection antivectorielle, ça protégera contre le palu et contre les autres maladies transmises par les piqûres d'insectes. Elles sont renforcées au coucher du soleil, c'est accessoire. C'est surtout la pulvérisation de répulsifs cutanés et sur les vêtements, c'est important, parfois ils sont cotés séparément, le port de moustiquaires, le port de vêtements longs et couvrants, et l'utilisation d'insecticides domestiques. Tous ces items doivent figurer, tous ces items sont susceptibles d'être cotés. Question 10. L'évolution est favorable, on l'a soignée et guérie de son paludisme. 2 semaines après son retour à domicile, elle revient vous voir pour une fièvre à 39,8 degrés et une douleur abdominale diffuse. Vous retrouvez une défense à la palpation de l'hypocondre droit. Le bilan biologique montre une hyperleucocytose à 18 gigalitres et une CRP à 220 mg par litre. Un scanner abdominal est réalisé, interprétez-le. Donc, on a un tableau fébrile avec une défense à la palpation de l'hypocondre droit, une hyperleucocytose et une CRP élevée. On a un truc infectieux qui est responsable d'une réaction péritonéale au niveau de l'hypocondre droit. On regarde le scanner abdominal. Donc c'est un scanner abdominal injecté parce que notre aorte est bien blanche. On voit que l'ensemble de l'abdomen a l'air à peu près correct. On voit bien les 2 reins qui sont bien rehaussés par le produit contraste. Et puis, au niveau hépatique, on voit la présence d'une espèce d'hypodensité. Donc, on la cite. Il y a une hypodensité qui est unique, qui a des contours assez bien limités et dont la périphérie semble rehaussée par le produit de contraste. Donc, il y a une hyperdensité périphérique et une hypodensité centrale. Ça donne un aspect en concarde qui est typique d'abcès. On interprète, on cite le nom d'examen, c'est souvent compté. Il s'agit d'un scanner abdominal en coupe transversale avec injection de produit de contraste. Il fallait l'avoir vu, c'était la moindre des choses. On voyait une formation arrondie hypodense intrahépatique, entourée d'un liseré hyperdense après injection de produit de contraste, qui réalise un aspect en cocarde. Le reste du parenchyme hépatique est sain sur cette courbe. C'est un aspect évocateur d'abcès hépatique du segment gauche.
Question ose. Quel diagnostic suspectez-vous devant cette suspicion d'abcès hépatique? Quel est le plus probable? C'est le moment de parler rapidement des abcès hépatiques. Les abcès hépatiques, il y en a deux grands types, les abcès amibiens et les abcès apiogènes qui sont secondaires à une infection de voisinage. Donc les abcès apiogènes, ils peuvent être dus à une cholécystite aiguë ou à une impodicite aiguë. Ici, c'est pas le terrain, mais ça pourrait aussi être, et c'est fréquemment le cas, dû à une diverticulite sigmoïdienne. En fait, tous ces organes se drainent par voie portale et les bactéries passent et viennent se loger dans le foie, responsable d'un abcès apiogène. Néanmoins, ici, étant donné le contexte, le diagnostic le plus probable est bien celui d'amibiase hépatique devant le retour de voyage en pays tropical. En conclusion, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur la conférence de consensus de la SPIF de 2007 concernant le paludisme. Elle est vraiment intéressante et bien détaillée, et le paludisme est un item fréquemment abordé aux ECN. Elle vous détaille les indications de la quinine IV. Les indications de la quinine IV dans votre prise en charge thérapeutique, c'est la présence de signes de gravité ou la présence de troubles digestifs qui vont compromettre un traitement péros. Les conditions nécessaires ensuite pour une prise en charge ambulatoire sont également détaillées. Il faut un sujet adulte. Tout enfant atteint de palud est hospitalisé, sans comorbidité. Il faut qu'il soit parfaitement sain. J'en profite pour vous expliquer que la grossesse est considérée comme une comorbidité dans la conférence de consensus. Et puis, il faut ensuite un certain nombre de critères. Il faut que le patient soit proche de l'hôpital, qu'il ait la possibilité d'avoir un suivi, et que le traitement soit disponible immédiatement en pharmacie. Il faut que le patient ne présente aucun facteur de risque de mauvaise observance. Il faut que ce soit quelqu'un de cortiqué, de compliant. Et enfin, il faut des critères paracliniques. Il ne faut pas qu'il y ait de signes qui ne sont même pas des signes de gravité, mais de signes paracliniques un peu inquiétants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une parasitémie inférieure à 2%, des plaquettes supérieures à 50 gigalibres et une hémoglobine supérieure à des grammes par décilitre. Si tous ces critères sont réunis, vous pourrez le traiter en ambulatoire avec un traitement péros. Vous voyez que ce n'est pas évident que cela arrive. En général, un palu aux ECN, ça s'hospitalise et on lui met de la quinine IV. Ensuite, retenir pour la chimioprophylaxie antipaludène en version simplifiée que pour la zone 1, vous pouvez donner de la chloroquine pendant le séjour et 4 semaines après, et que pour les zones 2 et 3, vous avez l'atovoacone proguanil qui fonctionne et que vous pouvez donner pendant le séjour et une semaine après. Ainsi, si vous ne savez pas trop s'il s'agit de la zone 2 et 3, il n'y a pas beaucoup de zone 1, vous donnez de l'atovoacone proguanil. Moi, je donnais à peu près tout le temps ça. En conclusion, les items abordés ici, c'était l'item 99, le paludisme, l'item 100, les parasitoses digestives, l'item 107, voyage en pays tropical, conseil avant le départ, pathologie de retour, et l'item 151, tumeur du foie, primitive et secondaire.